Je trouvais très intéressant et grand merci. Grand merci pour cette analyse. Oui, puisque, y compris ma capitale, vu les intérêts très rapprochés et qui restent très forts, et nous sommes en pleine discussion, négociation. On discute tout pour le moment à Bruxelles et dans toutes les capitales. Si ce n'est pas la situation en Italie, si ce n'est pas la migration, si ce n'est pas la Russie, si ce n'est pas les États-Unis, et puis le Brexit sur tous les niveaux. Mais l'analyse que vous avez faite sur une solidarité externe et interne, je trouvais ça très intéressant, et c'est vrai, ça rejoint un petit peu aussi la situation actuelle. Finalement, si nous revenons seulement la dernière semaine, le G7, et sur l'accord de l'Iran, par exemple, de grandes questions qui se discutent actuellement dans les capitales. La Grande-Bretagne est restée très européenne, et nous nous en réjouissons. Donc, c'était un petit peu démontrant ce que vous disiez, la solidarité externe. Pour le moment, ça va peut-être changer d'un dossier à l'autre, on ne va pas faire les grandes prévisions, mais vous restez un pays européen, et c'est pour ça que notre position est aussi, se projetant pas seulement dans les négociations sur le exit, mais on commence déjà maintenant à discuter déjà comment se développera le mandat de négociation pour la Commission pour le prochain accord. Nous sommes bien guidés par le commissaire Barnier. Un problème, c'est que nous sentons, même s'il n'y a pas des discussions officielles encore, beaucoup se passe dans les consultations pour le moment entre les capitales, avec Londres, à Paris, notre propre capitale, c'est que là, nous sommes très différents, je crois, des besoins, des relations. Nous n'avons pas, au niveau des 27, une position commune sur jusqu'où nous voulons aller avec la Grande-Bretagne, quel doit être le contenu d'un futur accord. Moi, je dis clairement, parce que c'est la position de notre capitale, un accord ambitieux et dans notre intérêt bilatéral et dans notre analyse du besoin européen pour toutes les questions que nous connaissons, rapprochement, le marché, le poids de la Grande-Bretagne au niveau international, régional, membre permanent du Conseil de sécurité, etc. Mais surtout pour les valeurs que vous représentez et sur certains d'entre nos deux pays, les idéologies, les positions prises, les derniers, depuis que nous sommes membres au moins niveau dans l'enceinte de l'Union européenne. Donc nous avons besoin de la Grande-Bretagne et c'est pour ça que nous allons tout faire pour se rapprocher sans devenir naïf, bien sûr, de voir le cherry picking qui est bien sûr l'autre argument, ils sortent et ils prennent un petit peu ce qu'ils veulent. Non, il doit y avoir bien sûr une discussion sur les obligations et les droits, l'aspect financier, bien sûr. Vous êtes un pays net contribuable. J'ai négocié avec mes collègues britanniques le dernier budget européen. C'est une prochaine discussion dans l'année prochaine. Elle commencera. Mais moi, des fois, je vous vois, nous sommes un pays partenaire dans l'OTAN. Oui, nous espérons un jour, dans une situation grave, que l'OTAN sera solidaire avec nos besoins sécuritaires, si jamais ça devait aller jusque-là. Ce que je disais à mon gouvernement, quand tu es un pays partenaire, tu n'es pas assis à la table, tu n'influences pas la formulation des politiques. Le manque d'influence dans la formulation des politiques, c'est peut-être de votre perspective, et j'entends mes collègues norvégiens, nous travaillons bien sûr beaucoup avec la Norvège, ils payent au budget, ils contribuent au budget européen, ils n'ont pas la même influence, et avec un pays de votre taille, cette influence est décisive. Donc là, bien sûr, vous serez perdant, mais je crois que malgré cette situation, vous avez voté, il faut trouver un accord, nous voulons être constructifs, mais le problème, c'est que d'autres pays le voient plutôt comme une bonne chose que vous soyez parti. Donc là, il y a déjà des positions fondamentalement contradictoires parmi les 27 qui rendent les négociations difficiles. Je termine là, je crois que... Aux autres de poser des questions et des commentaires. Merci. Je vais peut-être ajouter une question, puis oui. Ensuite on a un peu de temps pour les... Exit, ça me fait penser à une notion avancée par Albert Hirschman, dans un très joli petit ouvrage où il dit, au fond, dans les situations difficiles, il y a toujours le choix entre voice ou exit, où je parle ou je sors. Nous savons ça dans toutes les réunions universitaires. Et la tentation de l'exit est d'autant plus forte qu'on n'a pas la voice.
Donc, ma question, c'est de voir, est-ce qu'au-delà de l'analyse que tu as faite, qui est, j'allais dire, des facteurs internes du Brexit, est-ce qu'il n'y a pas là un révélateur de problèmes plus larges? Le Brexit peut-il être compris indépendamment de l'évolution des États-Unis, par exemple, dans les engagements internationaux qui avaient été les leurs avec le retrait de l'accord sur le climat, le retrait de l'accord sur l'Iran? Donc, est-ce que, pour l'avenir, les leçons à tirer du point de vue européen, parce que la spécificité de Royaume-Uni, pour citer Julien Gracq, c'est le pays, il le citait, le pays libre comme l'air, où la liberté et le respect de la démocratie est historiquement le plus ancré. Donc il n'était pas question, je pense, en Angleterre sérieusement, de dire vous avez voté comme ça, ce qu'on aurait fait en France, mais vous êtes trompé, vous êtes bête, vous ne comprenez rien, donc on va recommencer jusqu'à ce que vous disiez ce qu'on attend. Bon. Ce qui a été un peu la pratique continentale. Alors, peut-être que ça finit par nourrir la tentation de la sortie, c'est-à-dire si quand la voix s'exprime, elle n'est suivie d'aucun effet politique. Donc c'est sur les leçons générales du Brexit, ouais, c'est les deux que je suggère avec des points d'interrogation. Là, c'est un peu une leçon pour l'Europe continentale si elle veut éviter ce mouvement de dislocation, devoir se poursuivre. Ça suppose de réécouter, de réavoir une attention aux populations et de ne pas cultiver un européisme hors sol, de même qu'il y a une sorte d'internationalisme hors sol. Et la deuxième interprétation, c'est de dire est-ce que le Brexit ne fait pas partie d'un mouvement plus large qui serait la fin du cycle de l'ouverture générale, du discours sur la globalisation? Est-ce qu'on ne rentre pas dans un monde différent? Et au fond, l'Angleterre qui est pionnière, enfin chaque pays européen est pionnier pour quelque chose, hein. L'Italie est une avant-garde aussi pour nous à bien des égards, mais est-ce que ce ne serait pas un symptôme d'un refoulement plus large? Donc c'était pour avoir ton sentiment sur ces questions, les observations de Mme Van Anderson. Ensuite on passera la parole à la salle. Alors, pour vous répondre d'abord, vous parlez dans une manière que je comprends absolument de la nécessité de compromis sur plusieurs champs. Et c'est peut-être l'esprit, en vérité, de notre Premier ministre et de ceux qui l'avisent. Mais ça me semble que les ministres qui l'entourent sont d'une manière très dogmatique opposés à tout compromis. Ils veulent une rupture absolue avec l'Union. Et c'est là la tragédie, parce qu'elle est, pour l'instant au moins, la prisonnière totale de ceux qui l'entourent. Et ils vont sans doute faire les reproches à l'Union que n'importe quel compromis qui est proposé, ils vont dire ils se montrent comme l'ennemi du Royaume-Uni. Et on voit déjà ce politique, par exemple, d'une manière assez ouverte, assez explicite dans le rhétorique de notre Foreign Secretary, Boris Johnson. C'est ce qu'il dit.
Et dans cette atmosphère, ça va être absolument difficile à trouver cette base de compromis que vous évoquez. On peut seulement espérer que ça va peu à peu se créer dans les mois qui suivent, mais je n'ai pas grands espoirs pour ça. Oui, oui, tout à fait. Excusez-moi de reprendre une dernière fois la parole. C'est finalement le même dilemme que nous avons, nos capitales se posent aujourd'hui sur le président Trump. Oui, absolument. C'est un petit peu oui. Nous voulons rester constructifs dans toutes les dimensions et nous voyons une approche à laquelle nous ne sommes pas habitués et qui n'est pas nécessairement constructive. Et la question qui se pose, y compris surtout pour certaines des ministres que vous évoquez, est-ce que nous devons nous adapter à ces personnalités? Surtout, je comprends, il y a une crise pour le moment très, très, très intense dans l'enceinte du gouvernement britannique. Les personnalités peuvent changer. Mais est-ce que nous ne devons pas plutôt essayer de défendre les valeurs, la coopération, les relations bilatérales, régionales ou internationales qui nous ont bien servi, auxquelles nous croyons, et de rester quelque part solidaires avec nos propres convictions, que de s'adapter à ce « when others go low, you go high ». Absolument. C'est la seule chose qu'on peut faire. C'est la seule chose qu'on peut faire. Et je vois très, très bien les analogies entre la politique du président des États-Unis et la politique des ministres qui entourent notre Premier ministre. Et de plus en plus, un Foreign Secretary s'identifie avec Donald Trump. Jusqu'ici, c'est seulement Nigel Farage qui osait faire ça. Mais maintenant, ça devient normalisé. Partout en Europe, nous voyons ce phénomène. Oui, c'est le plus dangereux. Mais pour te répondre aussi, ça manifeste cette insistance sur exit plutôt que voix. Ils disent, nous n'avons pas de voix, c'est exit qui nous plaît seulement. Et c'est c'est le plus grand nihilisme. C'est une transformation négative du plus profond. Si je me permettais une hypothèse, l'attitude du gouvernement américain actuel, d'abord, ce n'est pas entièrement nouveau, cette attitude. La sortie de la SDN après avoir promu la création de la SDN après la Première Guerre mondiale, enfin, je veux dire, il y a une très longue histoire de l'attitude des États-Unis vis-à-vis des engagements internationaux. Mais en tout cas, la pratique actuelle répond assez bien à ce qui est enseigné dans maintenant beaucoup de facultés de droit et d'économie sous l'égide du rayonnement universitaire américain dans les théories de Law and Economics. C'est la théorie de l'efficient breach. Ma parole ne vaut qu'autant que j'y ai intérêt. C'est ça la théorie. C'est ça qui est enseigné comme base économique de la force obligatoire des contrats aujourd'hui, un calcul d'utilité. Donc si c'est ça qui est promu dans les sphères académiques, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment ou à un autre, on en voit la mise en pratique dans l'ordre politique. Alors évidemment, que cet ordre ne puisse engendrer que la violence, c'est quelque chose qui est relativement prévisible d'un point de vue juridique.